Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Vous écoutez Erreur 404, le podcast où l'on échange, on discute et on vulgarise la tech qui fait du bien. Parfois high-tech, parfois low-tech, mais toujours avec curiosité. Dans les transports, en cuisinant, en faisant du sport ou juste pour faire passer le temps. Laissez-vous embarquer dans nos discussions avec des invités passionnés. Mais attention, une fois lancé, vous risquez d'avoir envie de continuer. Comme disait Alain, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler des négligés. Négligés EES, c'est l'expression choisie par Solène Lehen et Marie-Morgane Lemoel pour le titre de leur enquête sur la santé des femmes. En effet, 81% des femmes se préoccupent davantage de la santé de leurs proches que de la leur. 77% repoussent leur consultation chez le médecin. Elles sont seulement 38% à réaliser des bilans de santé périodiques. 80% des femmes méconnaissent les symptômes de l'infarctus du myocarde spécifiques aux femmes, alors que les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité chez les femmes, pourtant souvent considérées dans l'imaginaire collectif comme des maladies d'hommes. Paroles ignorées, douleurs sous-estimées, exclues des protocoles de recherche, diagnostics erronés, traitements inadaptés. Il existe un écart considérable entre la situation du secteur de la santé des femmes et celle des hommes. Dans cet épisode, nous allons particulièrement nous intéresser à la santé des femmes. Comment l'écart entre l'homme et les femmes s'est-il creusé en santé ? Préparez-vous à plonger dans une expertise qui connaît une présence médiatique grandissante. Vous écoutez Erreur 404. Je m'appelle Léa, je suis passionnée de tech et je suis cofondatrice du podcast Erreur 404. Et comme toujours, je suis avec Pauline. Bonjour à tous. On est très heureuse d'accueillir Kim, notre invitée du jour, pour cet épisode entre sciences et médecine. Salut Pauline, salut Léa. Enchantée Kim, du coup je serai la non-experte de cet épisode, donc je vais avoir quelques petites questions, donc attention. La première question, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Kim, effectivement, j'ai 27 ans et si ça vous va, je vais peut-être me présenter sous une autre forme que mon parcours, que mon job finalement. J'ai envie de me présenter sous le sens de ce que j'aime dans la vie, et ce que j'aime, c'est la santé. Je suis une grande passionnée de santé et de comprendre comment notre corps fonctionne et comment est-ce qu'on va pouvoir impacter notre santé. Donc ça va passer par un côté pro qui, vous allez le voir, mais j'ai un peu orienté ma carrière sur ce pan-là, et un côté plutôt aussi personnel qui fait que j'aime prendre soin de ma santé et agir sur mon corps pour développer ma santé. Donc la mienne et celle de mes proches. Donc ça passe par du sport, du bien-être, faire attention à ce qu'on mange, avoir un équilibre pro-perso qui soit le bon, vivre au soleil. J'habite à Montpellier. Voilà. Voilà pour une petite présentation rapide. Parfait, merci beaucoup pour cette petite présentation. Parfait pour le sujet du jour. Exactement. On a 2 questions traditionnelles dans le podcast, toujours les mêmes. Donc tu n'y échapperas pas. Qu'est-ce qui te passionne dans la tech ? Ouais. Et qu'est-ce que t'aimerais voir arriver dans la tech, ou au contraire, pas du tout arriver ? Alors, ce qui me passionne dans la tech, en fait, ça va rejoindre un petit peu ma présentation, je pense. Je vois la tech comme de l'innovation, de la nouveauté, et potentiellement des solutions pour répondre à des problèmes qui n'ont pas été résolus jusqu'à présent. Donc en fait, c'est un peu pour moi un champ des possibles, disons. Tous les jours, il y a des nouveaux papiers qui sont publiés, des nouvelles technologies qui sont mises en avant, qui n'étaient pas là avant. Et grâce à cette nouvelle technologie, on se dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Où est-ce que je vais pouvoir aller avec ça ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir ? Donc je vois vraiment ça comme l'ouverture d'un champ des possibles, en fait, qui est assez infini. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime la tech, ça, tu vois, ça me stimule. Donc il y a ce côté-là. Et puis, bien sûr, moi, je suis plus touchée, disons, par la biotech, donc la technologie autour de la bio et de la santé. Et donc, dans ce sens, en fait, ça va pouvoir justement ouvrir ce champ des possibles en santé. On a énormément de connaissances qui peuvent être plus ou moins biaisées, on le verra plus tard. Mais on a beaucoup de connaissances, on en a depuis des années. Enfin, la recherche a commencé, disons, depuis la nuit des temps. Peut-être pas, mais ça fait plusieurs siècles. Oui, même par expérience. Ouais, voilà. On a de la connaissance, et je suis persuadée qu'il y a de la connaissance qui est non utilisée et qui va pouvoir être multipliée par la technologie.
Et dans le domaine de la santé, il y a de quoi faire. Alors moi, ce que j'aimerais voir arriver avec la tech, c'est une santé qui soit plus équitable. J'insiste sur le mot équitable et pas égalitaire. Pour moi, il y a une grosse différence entre équité et égalité. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, je donne un petit exemple. Oui. Je dirais l'égalité, disons, ça va être je suis maire de ma ville, je voudrais diminuer les voitures, du coup je vais donner un vélo à tout le monde. C'est super égal pour tout le monde, égalitaire. Tout le monde va pouvoir avoir un vélo et aller au travail en vélo. Sauf que il va donner le même vélo à tout le monde, parce que c'est égal de donner le même vélo à tout le monde. Et du coup, un enfant, il va avoir le même vélo que son père, alors qu'il n'a pas la même taille. Une femme, elle va avoir la même selle que l'homme, alors qu'elle n'a pas la même morphologie. Un handicapé, il va recevoir un vélo. Un handicapé moteur. Il ne va pas pouvoir faire du vélo. Ça, c'est l'égalité. L'équité, ça va être de donner un vélo pour enfant à un enfant, un vélo avec une morphologie adaptée pour les femmes, un vélo, enfin quelque chose qui soit adapté, qui soit adapté pour quelqu'un qui a un handicap moteur. Donc ça, c'est l'équité. Et donc, moi, je mets un point d'honneur sur ce mot parce que si on parle d'égalité, on pourrait dire qu'il y a une égalité en santé entre les hommes et les femmes, alors qu'il n'y a pas d'équité. Je trouve ça hyper intéressant justement de redéfinir les termes parce que souvent, notamment sur la santé homme-femme, on en parlera plus tard où ça devient un peu, enfin même très médiatique et on en parle de plus en plus. Parfois justement, il y a un peu une confusion entre ces choses-là, donc je trouve ça super intéressant. Qui peut être fait facilement. Ouais. Et aussi un parallèle, oui, c'est ça comme tu dis, un amalgame ou une confusion avec les précédentes vagues aussi du féminisme où là on parlait vraiment d'égalité. Je suis d'accord. C'était les mêmes droits. Et du coup, pour ce que j'aimerais pas voir, c'est de la tech, et plus particulièrement donc en santé, mais en général, en fait, sans éthique. On a des mouvements là qui arrivent, et ils sont nécessaires pour moi, les tech for good, des choses comme ça. Donc de la tech pour le bien, et en prenant en compte tous les à côté que ça peut engendrer. Donc voilà, un exemple... qui me vient comme ça, mais c'est les frigos qui utilisent de l'IA pour te faire ton panier de courses et qui consomment des centaines, des milliers de litres d'eau. Enfin, voilà, pour moi, ça, c'est pas de la tech for good, c'est un gadget qu'on se rajoute et derrière, on va aller faire le tri, alors qu'on consomme tellement d'eau, enfin, on pollue énormément et on va aller trier notre plastique et pour moi, ça fait pas sens. Et peut-être si je donne un autre exemple que j'ai entendu là très récemment, c'est j'ai vu que il y avait au Japon du clonage canin. Donc dans l'idée, tu as ton animal de compagnie, c'est le meilleur animal du monde. Je dis ça, j'ai un chien et c'est la meilleure du monde. Ça fait Laszlo. Voilà. Donc elle est top. Mais voilà, imagine demain elle meurt. Bon, je pourrais aller au Japon, faire cloner Laszlo. Donc processus de clonage, utiliser des mères porteuses chiennes. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. À mon avis, elles sont en cage. Enfin, il y a des images qui ont été coupées, mais je ne pense pas que ce soit très éthique. Pour avoir une Laszlo qui ne serait pas Laszlo, parce qu'on est d'accord qu'une personnalité ne passe pas par 100% par l'ADN. Mais en tout cas, elle ressemblerait forcément à Laszlo. Donc, je ne veux pas ça. Oh là là, c'est terrible. J'ai l'impression que les pires choses de tech, c'est toujours quelque chose qui est super... relié, que ce soit à l'émotionnel, mais aussi à des choses qui seront que accessibles par une poignée d'humains qui sont déconnectés. Exactement. Voilà, donc pas de chien cloné. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Kim. Et justement, tu as pu en parler, tu es intéressée par les sciences, par les biotech, etc. Et justement, on voulait faire un petit peu un focus sur ton parcours académique et professionnel. Tu as commencé par les sciences, donc de savoir comment tu as pu commencer et comment as-tu choisi l'ESCP pour du coup à la suite de ton parcours professionnel. Donc je vais remonter peut-être à la fin du lycée. Donc fin du lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais je savais déjà à ce moment-là que j'étais très attirée par la science. J'avais des très bonnes notes en SVT et j'aimais beaucoup cette matière. Mes profs me poussaient à faire médecine
mais je me voyais en aucun cas être médecin. Je pense que la relation avec le patient direct m'affecterait trop et je pense que je ne serais pas capable d'être médecin. Oui, d'avoir cette barrière Exactement, avec le patient. Exactement. Donc, j'ai décidé que je ne ferais pas médecine. Mes profs m'ont vraiment découragée à faire ça. Ils voulaient vraiment que j'aille faire médecine. Mais je voulais aller en bio. Alors, j'ai juste oublié quelque chose. À la base, je ne savais pas. J'ai voulu aller en psycho pour faire de la neuro derrière. Donc, je savais quand même que ça tournait autour de la science, mais je n'étais pas encore bien définie. Et en fait, pendant l'été, j'ai réalisé que c'était plutôt la biologie qui m'attirait. Donc, j'ai switché. En fait, je ne suis pas allée à la rentrée de neuro, de psycho, et je suis allée en bio. D'accord. Je me suis incrustée à la promo. J'ai réussi à m'inscrire. Donc, j'ai commencé la bio. Et grand amour. J'ai adoré. Dès la première année, en fait, vraiment, j'ai su que ça me plaisait. Et j'ai tout de suite été beaucoup plus attirée par le côté biologie moléculaire, génétique, que le côté... on avait tout un pan animalier et plantes. J'étais à Aix, donc pas très loin de Marseille aussi, qui a un gros pôle de biologie marine. Mais j'étais beaucoup plus attirée par tout ce qui est biologie cellulaire. Je suis partie en L2 plutôt à Nice pour avoir cette spécialité biologie moléculaire. Et à Nice, j'ai découvert le magistère européen de génétique, donc, qui est un magistère. Donc, dans l'idée, c'est un petit peu comme un master, sauf que ça commence à partir de la 3e année de licence. Okay. Donc, on a L3, M1, M2 dans ce cursus-là. Ouais. Et on va avoir des stages, 4 à 6 mois de stage par an à l'étranger. Donc ça me plaisait beaucoup, l'idée de partir, d'être en stage autant de temps en laboratoire de recherche, en labo académique. Ça me plaisait beaucoup. Voilà, cette idée de partir et d'avoir cette expérience, en fait, parce que comparé à d'autres masters, c'est énorme ce temps qu'on a en labo. Donc ça me plaisait beaucoup. Je suis rentrée au magistère, j'ai fait mes stages en labo académique. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment persuadée que je voulais faire de la recherche. Vu que j'aimais la science, pour moi, j'allais faire de la recherche. Il y avait un peu que ce parcours possible, en fait, et c'était ma voie, en fait, toute tracée. Et j'ai fait donc de la recherche au Canada, en Norvège, et là, et sur Paris aussi à Imagine. Et je me suis rendu compte que oui, j'aimais la science, j'aimais la santé, mais pas forcément l'académique. Les manips me plaisaient pas énormément. Et je dirais le côté académique qui est de créer de la connaissance. Je le comprends et je l'aime, mais ce n'est pas là que je me voyais évoluer. Oui. Donc, j'ai une grosse période de remise en question de qu'est-ce que je vais pouvoir faire, en fait, parce que tous mes modèles, c'était des enseignants-chercheurs, c'était mes profs à la fac, donc ils étaient tous chercheurs. Donc, je me demandais un petit peu ce que j'allais pouvoir faire, jusqu'à me dire, tant pis, je ferai de l'académique. Et à côté, je ferai d'autres projets qui me stimulent un peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai été présidente d'Asso, des choses comme ça, et pour un peu me stimuler un peu plus. Jusqu'au moment où j'ai découvert tout le pan innovation, start-up, même pharma, que j'avais pas forcément en tête, en fait, ce parcours du médicament. Qui finalement va montrer plein de métiers possibles. Donc depuis la recherche jusqu'à... Donc le point final, ça va plutôt être la pharma qui va distribuer les médicaments, les produits et autres. Et puis entre la start-up qui va prendre le risque de passer d'une connaissance à un produit qui soit disponible pour le patient. Et donc je me suis dit, mais il y a un monde en fait. Je peux faire 1 million de trucs. Donc là, ça a été quoi faire maintenant sur ce 1 million de trucs. J'étais persuadée que je voulais faire une thèse, que je voulais faire de la recherche. Et là, j'arrivais à la fin de mon master. Donc il fallait que je sache. Donc la grosse décision, ça a été, est-ce que je fais une thèse d'abord ou pas ? Et là, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était bosser plutôt dans le côté start-up et innovation. Et que je ne me voyais pas dans les équipes de recherche, de plutôt tech et R&D, mais plutôt en stratégie. Plutôt la partie business et la partie j'adore en fait j'adore parler de science, donc merci de m'avoir invitée d'ailleurs. J'adore en parler et j'adore disons vendre un point de vue, l'argumenter et autres, ça me plaît et
et donc voilà, je me voyais plutôt de ce pan-là, donc parler de la science, pas forcément pas forcément la faire. Oui. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas faire une thèse. D'accord. Et d'aller faire une école de commerce, donc le SCP, qui a un master qui est spécialisé en santé et en bio. Et donc toute la promo, ça va être des médecins, des chercheurs, des biologistes, des pharmaciens. Beaucoup de pharmaciens, la majorité c'est des pharmaciens. Mais tout le monde a une composante santé. Donc c'est du commerce, mais vraiment appliqué à la santé. Une base scientifique pour tous. Exactement. Et génial. Vraiment, si quelqu'un nous écoute et veut des retours sur ce master, appelez-moi. Et sur le magistère, pareil. Mais c'est vraiment une très, très bonne formation. J'ai beaucoup appris. Moi, je ne connaissais pas du tout, en fait, comment est-ce qu'on met un produit sur le marché. C'était vraiment inconnu pour moi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'ai fait cette formation à l'ESCP. Et derrière, du coup, j'ai construit un petit peu mon projet plutôt pro à ce moment-là, avec dans l'idée de monter un projet entrepreneurial qui prendrait la forme d'une spin-off. Spin-off, donc ça va être une start-up qui va valoriser des travaux de recherche qui ont lieu donc dans l'académique. Et donc, ça passe par la création d'une start-up. Alors, il y a d'autres façons de valoriser des travaux de recherche, mais une façon de valoriser ces travaux, c'est de passer par la création d'une start-up qui va avoir pour objectif d'utiliser ces connaissances qui ont été créées en laboratoire et de d'en faire un produit qui soit fini et utilisable par le patient. Donc ça, c'est le modèle qui me plaît. C'est le modèle que je souhaite monter. Après le SCP, j'ai fait une partie d'entrepreneuriat qui n'a pas fonctionné à ce moment-là. Et du coup, c'était pas grave du tout. J'ai rejoint une start-up spin-off qui valorise 30 ans de recherche, justement, qui ont eu lieu au CHUV de Lausanne en Suisse et à l'ICM, à l'Institut du cancer de Montpellier. Donc 30 ans de recherche qui permettent de développer aujourd'hui un test qui est disponible pour les patients en routine en vie réelle pour prédire l'apparition de toxicité liée à la radiothérapie. C'était vraiment le projet qui me paraissait le plus adapté pour avoir une première expérience que je pourrais retransmettre ensuite sur mon projet. Donc je suis restée 2 ans dans cette boîte, quasi 2 ans, où j'étais bras droit de CEO, responsable des opérations. J'avais vraiment un poste très couteau suisse. Donc c'est ça qui a été super. J'ai énormément appris et très très bonne expérience qui s'est terminée du coup jeudi dernier. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc là j'ai quelques mois devant moi pour réfléchir et trouver le projet que je souhaiterais monter. Donc on verra, seul l'avenir nous le dira, mais voilà où j'en suis et voilà mon projet, où est-ce que ça m'a amené. Je sais que j'ai pas parlé du côté santé de la femme, mais je pense qu'on pourra y revenir. Oui, on va détailler tout ça, mais c'est trop chouette. De toute façon, on te souhaite tout le meilleur pour la création de start-up et peut-être que le prochain épisode, on t'invitera et tu seras à la tête d'une start-up, qui sait, de santé. On a divisé l'épisode en 3 grandes parties. D'abord interroger l'équité homme-femme au sein de la santé, débattre avec toi de la place qu'on laisse due à cet écart à des business parfois qui sont pas deep tech du tout, et enfin à l'action, comment on peut agir pour la santé des femmes à son échelle dans sa vie personnelle et professionnelle. Et je vous propose de commencer d'abord par l'équité homme-femme au sein de la santé, et comme on est 3 femmes autour de la table, je pense que ce serait super intéressant de commencer ce sujet en partageant notre expérience sur ce thème qui, à mes yeux, il est assez personnel, et ça comprend aussi une partie un peu émotionnelle, je pense. Donc pourquoi ce sujet, Kim, à toi l'honneur, pourquoi ce sujet te touche et pourquoi t'es venue à t'intéresser à ce sujet, surtout que maintenant on en parle un peu plus, mais peut-être que toi quand tu y étais intéressée, on n'en parlait pas autant. Ouais. Alors merci d'avoir posé cette question. Quand j'ai fait le magistère de génétique, j'ai fait une année de césure entre mon master 1 et master 2. C'était pendant le Covid. Et je suis partie donc en Norvège, où j'y suis allée pour voyager et un stage.
Et pendant ce Covid-là, j'ai eu un kyste qui s'est rompu. Alors, c'était pendant un voyage, donc juste si on remet un peu de contexte, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Oui. J'étais heureusement entourée, je m'étais fait des amis là-bas. Voilà, j'ai rencontré mon copain actuel, donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais à ce moment-là, ça faisait 10 jours qu'on se connaissait. Et pendant un rapport, j'ai un kyste qui s'est rompu. Donc je ne savais pas que c'était un kyste qui s'est rompu. Voilà, j'ai eu un rapport qui s'est très mal passé et j'ai dû me faire opérer. Donc je vais passer les détails parce que c'était une journée très longue et assez horrible. Mais il y a eu énormément d'étapes qui m'ont fait arriver jusqu'à cette opération. Et donc, pendant cette opération, on m'a diagnostiqué de l'endométriose. Faut savoir que j'ai eu assez de chance parce que dans ma jeunesse, j'ai pris la pilule de mes 16 ans, même 15-16 ans, jusqu'à mes 20 ans. 20 ans. Donc, j'avais pas de soucis de règles douloureuses. Pas de symptômes. Pas de symptômes. Ouais. J'allais très bien. Je me disais même que j'avais de la chance parce que pas de symptômes. Je faisais partie de ces filles qui n'avaient pas mal quand elles avaient leurs règles. Et à mes 20 ans, ça correspond à peu près au début de mes études. Exactement au début de mes études, finalement. J'ai arrêté la pilule parce que j'ai compris ce que la pilule faisait sur mon corps. Et donc, je me suis dit, j'avais plus de copains à l'époque. Je me suis dit, autant arrêter la pilule. J'ai arrêté la pilule et j'ai commencé à avoir mal. Mais c'est venu crescendo. C'est venu, comme ça. Jusqu'à ce point, disons, de non-retour en Norvège. Donc, ça faisait plusieurs mois que j'avais très mal quand j'avais mes règles, mais je me suis juste dit, j'avais de la chance jusque-là et j'en ai plus maintenant. Donc, c'est comme ça. Prends un Doliprane et ça ira. Et donc, après le diagnostic, ça a expliqué pas mal de choses. Et derrière, ça a été... Donc, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un diagnostic très rapide, au final, qui s'est fait finalement grâce à ce kyste, que je n'aurais peut-être pas eu sinon. Donc, j'ai eu ce diagnostic-là. Et en fait, même après, je me suis retrouvée dans une errance quand même. Errance parce qu'on m'avait dit, il va falloir que tu ailles montrer ton endométriose. Donc, juste, on m'a dit ça. Donc, montrer, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai compris que ça passait par l'imagerie. Donc, je suis allée faire moult échographies. On ne le trouvait plus. Alors que j'avais un diagnostic et personne ne réussissait à le revoir. En soi, ça change pas grand-chose parce qu'au final, le traitement, c'est de prendre la pilule. Mais j'ai quand même eu une dizaine de gynécos derrière qui ont essayé de le voir et qui n'y arrivaient pas. Je me suis dit... Donc ça, juste pour remettre du contexte, on était en 2020. Effectivement, on ne parlait pas de santé de la femme comme on en parle aujourd'hui. L'endométriose, on ne connaissait pas. Il y avait... alors, si en 2020, c'est quand même l'année de la stratégie de lutte contre l'endométriose. Mais voilà, c'était très peu connu. Enfin, c'était pas du tout très peu médiatisé. Il n'y avait pas de stars qui en parlaient comme on peut voir aujourd'hui. Exactement. Des femmes même qui ont des comptes. Exactement. Et c'était très niche encore. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que même avec un diagnostic, je me retrouvais dans cette errance-là. Et je me suis dit, mais comment font les femmes qui n'ont pas de diagnostic ? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une telle errance de diagnostic. En fait, j'ai mis les pieds dedans comme ça et j'ai parlé à des femmes, je me suis rendu compte de cette errance-là. J'ai parlé à des médecins parce que je leur disais, mais comment c'est possible que là, vous ne voyez rien alors que j'ai le diagnostic noir sur blanc là sur le papier ? Et donc, j'ai compris pourquoi. J'ai compris quels étaient les problèmes. Donc, j'ai creusé ça. J'ai rejoint une association de patients, Endomind. Donc, je me suis impliquée. Et en fait, je n'ai pas vraiment rejoint l'asso, mais plutôt la fondation Recherche Endométriose qui est adossée à Endomind. C'est une fondation qui va lever des fonds pour faire bénéficier des projets de recherche académique pour l'endométriose. Et voilà, je me suis rendu compte en fait de ces problématiques par le prisme de mon endométriose, ce qui est très souvent le cas, je pense, chez les femmes qui rentrent dans cette thématique.
Donc ça, c'était 2020, pendant mon année de césure. Et derrière, je me suis plus engagée, disons, autour de mon M2 et vers le SCP, où j'ai décidé de faire des actions en ce sens. C'est super inspirant. Je trouve que c'est hyper important aussi de voir comment tu l'as connecté et tu l'as transformé, en fait, ce qui t'est arrivé à toi personnellement dans ta vie professionnelle. Et je trouve ça super inspirant. Je sais pas si toi, Pauline, tu as quelque chose à partager sur pourquoi ce sujet te tient à cœur. Oui, en fait, voilà, j'avoue, je suis un peu émue. Parce qu'en fait, moi aussi, je me suis fait du coup diagnostiquer d'endométriose en mai dernier. Et effectivement, on reste beaucoup dans l'errance parce que, pareil, en fait, je pouvais du coup me plaindre de règles douloureuses ou quoi que ce soit, mais on me disait, non, justement, tu n'as qu'à prendre un Doliprane et ça ira mieux. Et je voulais rappeler aussi que justement, en fait, c'est une femme sur 10 qui est touchée. Et pour l'avoir du coup revu avant l'épisode, on est en moyenne à 8 années d'errance médicale pour justement des maladies comme ça, gynécologiques en tout cas. Donc effectivement, je trouve ça hyper important de rappeler ça et que justement, il faut pas... faut essayer de justement avoir des actions. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus difficile quand on essaye d'exprimer du coup qu'est-ce qui se passe, mais qu'en face, on nous écoute pas forcément, alors que on sait qu'il y a quelque chose qui va pas forcément. Ouais, c'est super intéressant. Et les chiffres que tu viens de dire, si je peux rebondir dessus, c'est les chiffres qu'on entend. Et tu vois, une femme sur 10, en fait, je suis persuadée, il y a des réactualisations un peu de ces chiffres. Ouais. Et en fait, on serait plus aux alentours de 2 femmes sur 10, donc 20% de la 20% des femmes. Et ça, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas le diagnostiquer. Donc, il y a encore tellement de femmes qui sont en errance de diagnostic. Il y a encore tellement de femmes qui pensent que c'est normal. Et du coup, donc il y a les deux, en fait. Il y a des femmes qui pensent que c'est normal et qui ne consultent pas. Et il y a des femmes qui consultent mais qui n'arrivent pas à avoir un diagnostic. Ouais. Je sais pas si toi, tu as quelque chose... Mais déjà, je voulais te dire, Kim, que tu étais dans nos 2 invités quand on a fondé le podcast. On s'est dit, on veut absolument Kim et on veut absolument donc un chercheur qui travaille en cellules artificielles parce qu'on voulait parler de ce sujet. Ouais. Et moi, pourquoi à mes yeux c'est important et pourquoi aussi je suis émue par le sujet, c'est parce que... déjà, je suis dans une famille où toutes les femmes ont des galères de santé qui sont diagnostiquées beaucoup trop tard. Et je prends un air un peu ironique pour le dire, mais c'est presque parce qu'en fait, parfois, on n'y croit pas quand ça arrive. Mon arrière-grand-mère, elle est morte d'un cancer qui était non diagnostiqué. J'ai vu ma mère en tant qu'aidante, pareil aussi sur les maladies d'Alzheimer qui touchent beaucoup plus de femmes. Et moi, personnellement, j'ai vécu, alors pas du tout sur une maladie qu'on dite féminine, mais une errance de diagnostic, parce que j'ai des migraines depuis que j'ai 13 ans. Et donc, ça veut dire que je vois, même quand j'étais au lycée, 1 à 2 fois par semaine, je voyais plus rien d'un œil, et j'en ai encore aujourd'hui, mais heureusement ma directrice de thèse en a aussi, donc elle comprend. Et en fait, du coup, je peux plus saisir d'objets, je peux plus parler, mes consonnes et mes voyelles, en fait, c'est comme des mini AVC. Ouais, c'est dingue. Et de toute façon, on en parlera après aussi dans les business lucratifs, il y en a tellement autour de la migraine, mais le problème, c'est que comme la migraine est un mot qui est rentrer dans le langage commun, et encore pire, qui est un peu une blague un peu machiste pour dire « Oh, tu n'as pas envie d'avoir de rapport », et on m'a beaucoup traité de chochotte ou de « mais t'as rien », ou alors parce que les signes n'y sont pas. Enfin, il y a « mon pouls est parfait », les analyses de sang, rien ne change. Et par exemple, c'est fou, hein, mais depuis que j'ai 13 ans, on ne m'a pas prescrit d'IRM. On s'est jamais dit, mais je vais avoir 25 vendredi, mais on s'est jamais dit, mais en 12 ans, est-ce qu'on va pas aller vérifier s'il n'y a pas un problème ? Et non, parce qu'ils se sont dit, mais non, mais c'est des maux de tête, moi aussi j'en ai. Et en fait, je pense que c'est cette errance qui m'énerve, et je suis très contente qu'on en parle aujourd'hui, parce que je trouve ça super important d'en parler, pour que aussi toutes celles, mais aussi potentiellement ceux qui le vivent ou qui le ressentent, se disent ok, s'il y a quelque chose que moi je sens pas normal, c'est que c'est pas normal, même si quelqu'un dit que ça l'est. Mais voilà. Et ça touche énormément de femmes, même si je connais quelques hommes qui ont quand même en ont, après mes petites enquêtes qui ont duré 12 années, mais c'est quelque chose qui touche essentiellement les femmes, et je pense qu'il y a une
ça expliquerait aussi pourquoi on n'a on n'a rien, quoi. On a des choses qui pallient, mais il y a rien, quoi. Ouais, et même du côté fondamental, la migraine, c'est encore un grand mystère. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je trouve ça fou moi, je préférerais, quand j'étais trop contente quand ma maman a pris rendez-vous à 16 ans chez le neurologue. J'étais trop contente, je l'avais attendu pendant 6 mois, le rendez-vous et tout ça. Je ne pense pas qu'il écoute ce podcast, parce que c'est un monsieur qui ne veut pas apprendre. Mais même s'il l'écoutait, quand je me suis retrouvée face à lui et que j'avais tout noté dans mon cahier, j'avais fait ma petite démarche scientifique, bon, à 16 ans, mais tous les symptômes, tout ça, et juste le fait d'avoir rien, en fait, j'aurais préféré qu'il me dise « je sais pas ». Mais pas « oh, mais c'est rien, ça va passer ». Ou au contraire, il voulait toujours associer ça « ah, mais c'est par rapport à vos règles, c'est par rapport à vos... » Mais non, pas du tout. C'est que vous êtes stressé, mais pas du tout. Les principales migraines que j'ai eues, c'est quand je suis en vacances et le week-end. Donc, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Mais du coup, ça a créé un véritable handicap qui sont parfois pas reconnus comme en vrai l'endométriose aussi aujourd'hui, où il n'y a pas forcément de reconnaissance dans le monde du travail. Et ça peut être vraiment handicapant, quoi. Et tu vois... je trouve que en parlant de ces sujets de plus en plus à droite à gauche autour de moi, en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui souffrent de pathologies, quelles qu'elles soient, un peu en silence, mais qui trouvent pas de solution en fait. Ouais. Et c'est parfois, je trouve que merci à ceux qui font des petits dépliants. Je trouve ça aide parce que parfois même sur d'autres sujets, ou sur par exemple l'autisme féminin, où par exemple ça a été montré que des femmes qui vont plus être susceptibles par exemple de vivre un viol ou une dépression, etc., peut-être en fait c'est parce qu'elles sont elles sont neuroatypiques, elles ont ce type de diagnostic qui peuvent les mener à vivre ce genre de choses, et c'est juste, je trouve que c'est des choses dont on n'en parle pas assez, donc c'est bien d'en parler. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, merci de faire aussi des initiatives comme celle-ci, d'en parler. Je pense que c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, on a justement des technologies qui nous permettent de le faire. Donc, oui. Et justement, c'est pour commencer un peu à poser cette question, d'où vient le problème de cet écart entre santé des hommes et santé des femmes ? Comment ou pourquoi les sciences ont oublié la moitié des patients ? Très très bonne question et très très grande question et vaste sujet. C'est d'ailleurs le sujet de mon mémoire de fin d'études, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup à dire dessus. Je vais essayer de structurer un petit peu ma pensée. Dans l'idée, ce que je pense, c'est qu'on a plusieurs points que je séparerai en 3 grands thèmes, disons. Il y a un premier point qui est très historique et sociétal. Je vais y revenir. Un gros point qui est le manque de données. Un manque de données qui est lié à notre société. Mais on a un manque de données aujourd'hui qui est énorme sur la femme. Et des problématiques d'accès aux soins pour les femmes. Voilà, je l'ai structuré un petit peu comme ça. Donc, si je peux rentrer un peu dans le détail, dans la première partie, en fait, on peut vite le comprendre, mais on est dans une société qui est patriarcale, qui a finalement beaucoup d'hommes aux places qui régissent notre société, aux places de scientifiques, aux places de médecins, et qu'on a, du coup, étudié beaucoup plus l'homme que la femme. On a étudié beaucoup plus l'homme que la femme, et en fait, surtout, on avait cette idée que la femme était une version de l'homme avec un vagin. Et donc que si on étudiait l'homme, on étudiait la femme, finalement. Et qu'il faudrait juste rajouter ce qu'on connaît sur le vagin, sur les mécanismes de reproduction, et qu'on obtient une femme. Donc ça, ça vient de cette société, en fait, qui a placé l'homme au cœur de sa société. Bon, si on y réfléchit, soit il fallait bien commencer quelque part, mais peut-être que le commencement a duré un peu longtemps. Et en fait, on le voit même dans l'évolution un peu de la définition de la santé de la femme. La santé de la femme, avant, c'était défini comme la santé reproductrice.
Donc, toute la partie... En fait, finalement, comme si la femme n'avait une santé qu'à partir du moment où elle était féconde. Et après la ménopause, il n'y a plus de santé de la femme, finalement, parce que ça redevient un homme. Vu qu'on n'a plus d'utilité au vagin. Donc, on regardait vraiment sous le prisme reproduction. Mais c'était même pas encore des pathologies liées à la reproduction. C'était vraiment comprendre comment est-ce qu'on fait un bébé, quoi. En gros. Ensuite, la définition, elle a évolué pour englober des pathologies gynéco. Donc, on restait dans le prisme gynéco. Oui. Voilà, avec des pathologies, donc les cancers liés à la partie gynéco, l'endométriose, des pathologies gynéco. Et là, ces dernières années, on a une définition qui est devenue de plus en plus globale, qui justement va amener des pathologies qui sont mixtes. On en a parlé un petit peu. L'infarctus, les maladies cardiaques, la dépression, l'autisme, les migraines. Alors, migraine qui est plus rangée sur le côté féminin, mais voilà. Donc, des pathologies qui sont mixtes, mais qui vont être étudiées sous le prisme féminin. Et donc, on se rend compte qu'on va avoir des pathologies qui vont avoir des symptômes différents chez les hommes et les femmes. On va avoir, pour l'infarctus, justement, on en parlait, donc les maladies cardiaques, première cause mortalité chez les femmes, et des symptômes de l'infarctus qui sont complètement différents que ceux des hommes. Donc, juste, parce qu'il faut le savoir, le mal au bras, c'est côté homme. Une femme, il n'y a pas forcément le mal au bras, ça va plus être des étourdissements, des vomissements, des symptômes de ce genre, et ça veut dire, ça peut être un infarctus. Voilà. Donc voilà, on a cette évolution de la définition qui montre aussi l'évolution de la société. On parle beaucoup plus des sujets santé de la femme aujourd'hui. Ça va avec l'évolution de la société, ça va avec les mouvements. Je pense que c'est dans la continuité. Nos arrière-grand-mères luttaient pour d'autres droits. Là, on arrive à la santé. C'est peut-être le combat de notre génération. Donc ça, c'est le côté sociétal et historique qui, pour moi, va expliquer en grande partie les oubliés, disons, de la santé, et qui est lié à mon deuxième point, qui est le manque de données. Le manque de données en santé. Et là, on va avoir un peu deux parties. La première, c'est le manque de données fondamentales. Donc, on revient un petit peu à ce que je racontais dans ma présentation et dans cette histoire de tout part du fondamental. Et pour avoir de l'appliqué, il faut de la connaissance. Et en fait, comme on l'a vu un petit peu avant, mais on a un retard sur de la connaissance fondamentale qui est énorme. Parce qu'en fait, les recherches en santé de la femme ont commencé très très tard. Et encore aujourd'hui, on parlait de l'endométriose tout à l'heure. Moi, j'ai un exemple, c'est que quand je cherchais mon stage de Master 2, donc pour finir le magistère, c'était en 2021-22. Je voulais travailler sur l'endométriose en labo. À l'époque, j'ai pas trouvé. Oui, il n'y en avait pas. J'étais à Paris. Donc, quand même, j'étais pas au fin fond de la Creuse. Je pense pas qu'il y ait de labo en Creuse. Voilà. Mais j'ai pas trouvé. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de labos qui travaillent sur l'endométriose. Donc, ça arrive. Mais il a fallu attendre. Voilà. Si on compare avec d'autres pathologies qui ont des siècles en fait, de recherche, ça fait 5 ans qu'il y a des données sur l'endométriose. Enfin, un petit peu plus, mais voilà. Donc ça, c'est un gros pan. Un exemple aussi, moi, qui m'avait alerté, c'est l'utilisation, donc en sciences et en recherche, on va utiliser des animaux modèles. Donc d'abord, on travaille sur cellules, puis quand on a des bons résultats, on va passer sur animaux modèles avant de passer sur l'humain. On utilise souvent des souris, et les souris qui sont utilisées sont majoritairement des souris mâles, parce que déjà, elles sont moins chères, et elles sont plus faciles à interpréter. Parce qu'il y a moins de variations hormonales. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire de la data qui soit équitable ? Voilà. Donc le côté fondamental. Et un autre pan, c'est les essais cliniques. Donc là, on arrive
après la fondamentale. Les essais cliniques, l'inclusion des femmes dans les essais cliniques a été rendue obligatoire en 1993 en Amérique, aux USA, et 1997 en France. Avant ça, les femmes n'étaient pas dans les essais cliniques. Et donc les raisons, alors elles peuvent être partir d'un très bon point. C'était pour protéger en fait les futurs enfants. Parce que du coup, on était dans des essais cliniques et donc on ne savait pas à quel point le médicament allait influencer la qualité des gamètes. Donc, ok, ça partait peut-être d'un bon sentiment, mais du coup, on ne savait pas comment le médicament allait réagir. Enfin, comment les femmes allaient réagir à ce médicament-là. Oui. Et en soi, les hommes ont aussi des gamètes. Donc, dans l'idée, voilà. Donc, ça peut partir du meilleur des sentiments possibles, mais en soi, un essai clinique, je pense qu'il y a façon de le travailler pour protéger tout en testant ce que tu veux tester. Et ça, d'ailleurs, les nouvelles technologies, elles peuvent beaucoup aider sur ce point-là. Et aujourd'hui encore, on a on a moins de femmes dans les essais cliniques que d'hommes. Et on a encore certaines grandes pharma qui vont demander à ce que les femmes qui participent aux essais cliniques aient soit sous 2 contraceptions, qui fait 2 contraceptions, et que ce ne soit pas une contraception médicamenteuse. Sachant que la pilule, c'est quand même la première contraception. Donc il faudrait pas de pilule et 2 contraceptions. Autant dire, il n'y a pas de femmes. Oui, c'est ça. Voilà. Abstinence. Voilà. Non, à la limite, c'est un stérilet cuivre et préservatif. Mais qui fait ça ? Tous les essais cliniques ne sont pas comme ça, heureusement. C'est un exemple que j'avais trouvé qui m'avait marqué dans le mauvais sens, mais on a quand même une grande évolution là-dedans. On a beaucoup plus de femmes qui sont incluses dans les essais cliniques. On a des essais cliniques spécifiques sur les femmes enceintes. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais on en a, même sur les femmes enceintes. Donc, il y a beaucoup d'avancements. Mais c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce gap-là. Voilà. Et le dernier point, ça va être l'accès aux soins, l'accès aux soins, à la prise en charge. Et ça peut être expliqué aussi par plusieurs points. Tu l'as un petit peu évoqué, Léa, tout à l'heure, quand tu parlais de la migraine et de comment le médecin a posé son diagnostic. On a beaucoup de biais cognitifs, énormément de biais cognitifs, mais tout le monde en a. Un biais cognitif, donc c'est un préjugé automatique. Et ça sert au cerveau, en fait. Le préjugé, il va permettre à notre cerveau d'analyser plus facilement la situation. Et donc nous, ça va nous mettre dans une sorte de zone de confort. Et c'est plus facile d'aller dans un préjugé que de le combattre. Par exemple, si on voit un homme et une femme en train de travailler, ça va être plus facile pour notre cerveau, parce qu'on en a vu beaucoup plus. On a beaucoup plus de modèles comme ça, de se dire c'est l'homme qui est responsable du projet et la femme, elle est assistante secrétaire. C'est plus facile pour notre cerveau, parce qu'on a plus de modèles comme ça. Donc ça, là, je vais donner un exemple homme-femme, mais il y a des préjugés sur tout, et c'est naturel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus de préjugés, parce qu'il y en aura toujours. C'est naturel, mais je pense que si on les connaît, on peut les analyser en tout cas, et se dire, ok, c'est peut-être un préjugé là. Donc préjugés, il y en a énormément. Et d'ailleurs, il y a une étude qui m'avait marquée, qui est de John McKinley. Elle est un peu vieille, elle date de 2009, mais elle montrait qu'en fait, à syndrome équivalent, on avait tellement un biais de diagnostic qu'à syndrome équivalent pour des maladies cardiaques, les femmes avaient 2 fois plus de chances de se faire diagnostiquer une maladie mentale qu'une maladie cardiaque. Donc c'était en 2009. Donc ça évolue, la situation, la société évolue, l'humain évolue, mais ça m'avait marqué, disons. Voilà, donc les biais. Donc ça, et du coup, donc une prise en charge
pas adapté, un mauvais diagnostic, donc pas de prise en charge. Les tabous aussi, donc après les biais, les tabous. Énormément de pathologies plutôt féminines sont tabous, parce qu'on a mis un énorme tabou, par exemple tout autour des règles. Le nombre de pubs, pour pas citer de marque, mais de pubs de protection intime qui mettaient du liquide bleu. Voilà. C'est ce que j'avais en tête. Et pas du sang. Alors maintenant, j'ai vu des pubs avec du sang. Oui, ça fait 3-4 ans maintenant que ça se fait, mais avant, effectivement, c'était pas du tout clair. Du liquide vaisselle. Ouais, exactement, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Je ne comprends pas. Donc, il y a énormément de tabous autour de tout, en fait. Parce que quand on voit, par exemple, j'ai encore vu un post sur LinkedIn ce matin d'une femme qui devait faire une formation. Elle était en train d'allaiter. Et on lui a proposé les toilettes pour allaiter. On lui a dit que... En plus, elle avait tout un tire-lait très... les nouvelles générations là où tu peux faire ça sans voilà, donc tu peux faire ça n'importe où, et on lui a dit non, si tu veux allaiter il faudra que tu ailles dans une salle spécifique. Donc ok, mais quelle est cette salle spécifique? Et on lui a dit les toilettes. Donc ça c'est encore, enfin pour moi c'est pas possible, quoi. Tu veux allaiter, écoute, allaite en fait, parce que le fait de mettre de côté comme ça les femmes, en fait ça leur fait une pause dans leur carrière professionnelle qui est tellement énorme qu'on a, bon là on passe sur un autre sujet, mais on arrive sur un plafond de verre qui fait que les femmes n'arrivent pas à des postes assez hauts, et donc en fait c'est relié quand même, parce que les postes les plus hauts vont être les postes décisionnaires, et les postes décisionnaires vont faire avancer les choses dans tous les domaines, dont la santé des femmes. Donc voilà, c'est lié. Mais on a ces tabous-là encore qui... Enfin, je sais pas si, du coup, Pauline, toi, tu vois, ça fait 5 mois que tu as été diagnostiquée. Je sais pas si tu arrives à en parler, mais c'est vrai que moi, quand j'ai été diagnostiquée au début, j'ai mis longtemps à pouvoir en parler. Tu vois, là, j'en parle aujourd'hui librement, mais il s'est passé 5 ans. Oui, c'est ça. Bah, je pense que il y a enfin oui, ça fait 5 mois, mais je suis toujours, je pense, dans la phase d'acceptation aussi de la chose. Donc, effectivement, il y a toujours toutes les étapes qui vont après, donc de savoir comment faire, etc. Mais je trouve que quand même cette phase d'acceptation est longue. Je pense que je suis encore dedans pour le coup. Mais oui, c'est hyper... c'est certes dur à en parler. En tout cas, c'est vrai que je l'ai pas dit tout de suite non plus à tout le monde, quoi. Mais ouais, c'est... en fait, je pense que c'est un peu lié comme ce qu'on a dit sur les règles ou quoi, c'est que c'est très tabou. Après, certes aussi avec les chiffres que Léa a donnés en tout début, c'est que et aussi je trouve que les femmes, on va plus faire attention aux autres aussi qu'à nous, donc de pas non plus nous mettre en avant, donc dire nos problèmes ou quoi que ce soit. Donc ouais, c'est un peu, tout est lié. Comme tu as dit, tout est lié, et du coup, pas forcément le mettre en avant, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a une étude aussi qui a été faite par le CSA et Femmes de Santé, le collectif Femmes de Santé en 2024, et qui a montré qu'un tiers des femmes avaient des difficultés à parler de ces sujets de santé, mais avec ses médecins. Ouais. Donc, c'est même pas des tabous entre copines, dans la famille. C'est même à son médecin. Ces sujets-là, ils sont durs à aborder parce que la société a mis un tel tabou sur ces sujets que ça avance pas. Ouais. Donc, les freins, donc biais cognitifs, tabous, et les deux derniers qui sont séparés, mais voilà, c'est la précarité des femmes, chez les femmes, et la charge mentale. Donc précarité, il y en a chez les hommes et il y en a chez les femmes, mais on en a quand même plus chez les femmes. On a 70% des travailleurs pauvres qui sont des femmes. Donc, quand t'as pas d'argent, la santé... ça passe quand ça peut. Ça, c'est un frein pour l'accès à la santé. Et donc, on a des assos qui bossent énormément pour ça. Donc, c'est ADSF, par exemple, Agir pour la santé des femmes. Génial, cet asso. Voilà. Et on a la charge mentale. Gros sujet aussi chez la femme. Voilà, et très très gros sujet. Je crois que tu l'as dit en intro, on a 81% des femmes qui se préoccupent plus de la santé de leurs proches que celle des hommes. C'était que de la leur. Pardon, que de la leur. C'était une étude qui avait fait AXA Prévention en 2021, je crois. Donc c'est énorme comme chiffre. Et cette charge mentale, en fait, alors elle réduit de plus en plus, et c'est génial. Il y a de plus en plus d'hommes qui sont engagés à part, de façon équitable au sein du foyer. Et
voilà, c'est super, il n'y a pas d'autre mot, en fait, c'est ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas le cas partout, hein. Ouais. C'est loin d'être le cas partout. Et du coup, pour ces femmes, la santé, c'est juste une tâche supplémentaire. Voilà, il faut faire les courses, l'aspirateur, et peut-être si j'ai le temps, j'irai prendre rendez-vous chez le gynéco, quoi. Voilà, et peut-être un dernier point. Ça peut être, on en a déjà parlé, mais c'est super important, c'est la non-information. Oui. Donc on l'a de plus en plus. Beaucoup plus de femmes s'intéressent à leur santé, creusent ces sujets-là. Mais il y a encore, je rencontre très souvent des femmes qui me disent encore j'ai mal au ventre, mais c'est normal. Je tombe dans les pommes à chaque fois que j'ai mes règles, je vomis à chaque fois que j'ai mes règles, mais en fait c'est normal parce que j'ai mes règles et ça fait mal d'avoir ces règles. Donc non, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. Voilà, ça on ne sait pas. La même étude CSA et Femmes de Santé ils avaient montré qu'on avait 87% de femmes, donc il y avait plus de 1300 femmes qui avaient été interviewées, et on avait 87% des femmes qui se considéraient comme étant en bonne santé, alors que la moitié avait une pathologie, donc un problème de santé. Et dans ces femmes-là, on en avait 50% qui avaient une maladie chronique. Donc voilà, il y a une non-information en fait au sujet de est-ce que je suis en bonne santé ou non, qu'est-ce qui fait que je ne le suis pas. Et bon, alors, comment le régler, c'est encore après. Mais déjà, en fait, savoir, ça fait beaucoup. Donc, ma réponse était très longue, mais... Non, c'était super complet et super intéressant. Je trouve que ça répondait à plein de choses. Et je trouve aussi qu'il y a plein d'espoir dans ce que tu dis, quand tu dis ça va pour le mieux. Et même... à titre personnel, ma petite sœur, elle fait des études, donc je me dis, elle va de médecine, donc elle va arriver, quoi. Aussi, les générations de femmes qui sont en train de se former maintenant, ça va changer aussi dans les générations et dans celles qui... ça va être le renouvellement, quoi. Et pas que tous ceux qui sont actuellement, parce qu'il y en a certains qui sont très dans le progrès et qui s'intéressent beaucoup à ça, et se forment. Ouais, mais tu vois, même en formation initiale, maintenant, les programmes de médecine ont changé. C'est ça. L'endométriose est au programme de médecine générale, alors qu'avant, c'était une spécialité de la gynéco. Donc, voilà, ça évolue. Les futurs médecins sont formés différemment. Je pense qu'ils seront beaucoup plus informés de ces problématiques-là. Et effectivement, comme tu dis, heureusement, il y a des médecins qui continuent à se... la plupart des médecins continuent à se former. Et donc, heureusement. Et... honnêtement, je suis plutôt positive et j'ai plutôt bon espoir sur les années à venir, comme je vois. Tu vois, si je réfléchis, ça fait 5 ans que je m'intéresse au domaine. En 5 ans, l'évolution, elle a été incroyable. Donc c'est très positif. Là, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu à montrer le côté négatif parce que c'est ce qui explique ce gap-là, pour comprendre un peu ses causes. Mais on a fait des progrès géniaux en fait ces dernières années. Merci beaucoup en tout cas Kim pour toutes ces informations. Et d'ailleurs on parle souvent de médecine bikini. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est ? Oui, avec plaisir. Alors la médecine bikini, c'est venu d'une idée qui voulait dénoncer justement cette approche de la médecine centrée sur l'homme. Centrée sur l'homme, donc une norme masculine pour la médecine, ignorer les aspects spécifiques des femmes et juste rajouter quelques composantes féminines sur ce qu'on connaît de l'homme. Donc en fait, c'est venu de quelque chose de très positif parce que dans l'idée, c'était d'énoncer ce que je viens de dire et donc d'apporter sur le devant de la table une problématique, de la dénoncer et de trouver des solutions pour que ça s'arrange. Ça, c'est la base de la médecine bikini. Mais... Toujours un mais. Voilà. Mais, alors, ça, je prends des pincettes parce que tout ce que je vais dire, c'est mon avis. Donc, ça n'engage que moi. Déjà, le terme bikini. Je sais pas, mais est-ce que pour un homme, on aurait... dit, je sais pas, la médecine du caleçon, la médecine slip. La médecine slip, voilà, c'est un meilleur... Je propose un meilleur nom. Jamais. Non, jamais. Non. Jamais. Alors, qui a un terme
pour dénoncer quelque chose. Why not? Pourquoi pas? Que ce soit ce terme-là qui a été choisi, je suis pas sûre. Bon, c'est celui-là qui a été choisi. Le mot, donc voilà, ça, déjà, c'est un mot qui me dérange beaucoup. La santé, c'est pas du bikini. C'est pas aller sur la plage et faire la belle en bikini. Ça me rappelle, en fait, ça fait le lien avec des choses que j'avais trouvées quand justement j'ai écrit mon mémoire. J'ai fait à un moment des analyses sur le financement des femtech en Europe. Et dans les documents que je récupérais, dans les datas que je récupérais, je devais filtrer donc je regardais les femtech, donc les startups qui innovent pour la santé des femmes. Ouais. Et je devais filtrer les femtech parce que des fois, je voyais des femtech qui faisaient des chaussettes sympas pour les femmes, avec des petites fleurs. Où est l'amélioration de la santé de la femme ici? Et donc, voilà, bikini, enfin, on est où? Enfin, voilà. Donc, bon, il y a déjà cet aspect mot qui me dérange. Et en fait, ça fait un super lien, je trouve, avec justement la femtech. Et je pense l'importance des mots, en fait, et des mouvements. La femtech, pareil, c'est donc une femtech, c'est donc une start-up qui innove pour la santé des femmes. C'est un terme qui a été amené par une fondatrice de femtech qui s'appelle Ida Tin en 2016 et qui a donc amené ce mot en disant, en mettant un mot sur quelque chose, il va y avoir des innovations qui vont venir, qui vont être sur le devant de la scène et qui vont améliorer la santé des femmes. Et elle a eu raison, c'est ce que ça a fait. Maintenant, aujourd'hui, en fait, la question moi, que j'ai envie de poser, c'est est-ce que pour les pathologies masculines, on a des male tech? On n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les startups qui innovent pour la santé des hommes, et il y en a, et heureusement, il en faut parce qu'il y a des pathologies masculines, elles sont considérées comme medtech. Parce que, ou biotech, enfin ça dépend de ce qu'elles sont. Juste pour préciser, medtech, biotech, etc., c'est voilà, c'est ces startups qui, en fonction du produit qu'elles développent, sont dans une catégorie ou une autre, mais elles développent des solutions pour répondre à un problème. Donc ici, la santé de la femme, la santé des hommes, autres. Et en fait, ça a été génial d'avoir ce mot-là. Mais moi, ce que je me demande comme question, c'est est-ce qu'on n'enferme pas des choses dans cette boîte? Par exemple, est-ce qu'une boîte qui fait... je parlais avec une fondatrice qui travaille sur le cancer du sein, et en fait, elle n'a pas envie qu'on l'appelle femtech. Parce qu'en fait, c'est le cancer du sein. Oui, ça touche plus les femmes. Alors déjà, il y a des hommes qui sont touchés par le cancer du sein. Mais ça va plus loin, en fait. Sa start-up, c'est autour du cancer. Et donc, c'est plus global. Donc voilà, il y a quelque chose à réfléchir, je pense, là-dessus. J'ai pas une solution et je suis pas en train de dire que femtech c'est un mauvais mot, que médecine bikini il y a que du négatif, c'est pas du tout ce que je dis. J'utilise le mot femtech et je suis convaincue qu'il y a énormément de points positifs à avoir mis ce mot, à avoir inventé ce mot. Mais je pense qu'il faut pas enfermer la femtech dans une boîte qui soit trop fermée, parce qu'en fait si on travaille sur l'endométriose, c'est pas un sujet qui touche que les femmes. Moi, quand j'ai eu cette rupture de kyste, mon copain, il a été tout aussi impacté que moi. Alors, oui, voilà, c'est ma santé. En fait, c'est peut-être pas un bon exemple ce que je viens de donner, mais c'est juste que je pense qu'il faut étudier la santé de la femme au même titre que la santé en général. C'est un sujet de préoccupation pour tous. Exactement. Que c'est pas un sujet pour les femmes, qui touche les femmes, qui doivent être portés que par des femmes et financés que par des femmes. Voilà. Donc il y a du bien, mais il y a du attention à pas se... que le périmètre soit fermé et que en fait on emprisonne un peu tout ce qu'il peut y avoir dedans. Ouais, exactement. Mais
justement, autour en fait de toute cette médiatisation autour de l'écart homme-femme, ça a mené de nombreuses personnes à utiliser des mots comme on a vu comme médecine bikini, femtech, etc. Mais aussi à communiquer sur les réseaux sociaux, sur par exemple des études. Et donc là, j'ai pris un petit cas d'exemple assez récent. Enfin, en tout cas, l'étude est d'août 2025, mais les vidéos sont assez récentes. Je crois que c'était cette semaine ou le mois dernier. Donc c'est une petite étude qui a été réalisée sur 80 ovules prélevés parmi 22 femmes en août 2025 entre l'Autriche et les États-Unis. Et elle a créé vraiment une vague de vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que l'étude, alors non, je ne vais pas parler des études, je vais parler des vidéos. Les vidéos dénoncent que les mutations situées dans la mitochondrie de l'ovule n'augmentent pas en nombre à mesure que la mère vieillit, ce qui signifierait, si vous n'êtes pas familier avec les mitochondries et les cellules, que les anomalies liées à l'âge ne seraient pas tellement liées aux gamètes féminins, mais plutôt aux gamètes masculins. Donc c'est ce que les vidéos présentent, ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit de les hommes peuvent avoir des enfants n'importe quand, mais les femmes non. Et évidemment, les réactions qui ont suivi aux vidéos, c'était il y a trop peu de nombre de femmes et d'ovules qui ont été analysés dans cette étude. C'est pas possible d'en conclure une vérité générale. Et en même temps, c'est trop chouette qu'il y a plein de femmes qui se sont intéressées à ce sujet et qui se sont dit ok, moi je m'intéresse à ma santé, j'essaye d'interpréter l'étude. Mais est-ce que tu aurais quelques clés pour lire et comprendre une étude clinique ou une recherche, et à partir de quand on peut tirer une conclusion, nous, en tant que citoyens, quoi? Alors ça, c'est une super question. Et honnêtement, c'est très dur. Voilà, moi, pour analyser un papier en bio, j'ai fait toutes mes études là-dedans, en fait. Mon master, il me sert à ça. Et je pense que c'est vraiment le point principal de mes études. Je pense que vous, c'est un peu la même chose dans vos domaines. Mais en fait, on nous développe un esprit critique qui, je pense, est très, très compliqué à avoir. Parce qu'en fait, je suis qui pour juger une étude ? Cette personne qui l'a écrite doit avoir beaucoup plus de connaissances que moi. Donc, comment faire ? C'est une très bonne question et très compliquée, je pense, à répondre. Alors, juste pour revenir sur cette étude, d'abord, je pense qu'il y a un gros amalgame dans une cellule. On va avoir donc notre cellule, on a un noyau. Le noyau de la cellule, c'est là où on va avoir la plupart de notre ADN. L'ADN va être responsable de tout dans notre corps. C'est la base de tout. Et donc tout part de là, tout part du noyau. Toutes nos cellules vont avoir, si je vulgarise, quasiment le même ADN, avec des modifications, mais quasiment. Ça, c'est le noyau. Et on va avoir un autre compartiment qui va être la mitochondrie. Dans la mitochondrie, c'est un compartiment particulier parce qu'on a de l'ADN mitochondrial. Donc c'est une autre sorte d'ADN. Oui. Donc on a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, elle provient de la mère. Donc quand on a fécondation, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir la moitié du matériel génétique, donc de l'ADN nucléaire qui vient de la mère, et la moitié qui vient du père. Par contre, l'ADN mitochondrial vient de la mère. Mais si on comprend bien ça, on comprend que le fœtus va lui avoir, l'ADN mitochondrial de la mère, mais la moitié de l'ADN nucléaire du père et la moitié de l'ADN nucléaire de la mère. Donc on comprend que si on regarde seulement l'ADN mitochondrial, comme dans cette étude, on n'a qu'une partie de l'histoire. Donc en fait, effectivement, si on regarde que l'ADN mitochondrial, on pourrait se dire, il y a seulement celui de la mère. Mais là, dans l'idée, on oublie en fait une partie avec l'ADN nucléaire qui va compter pour la mère et pour le père. Donc déjà dans cette étude, voilà, il y a ça qui nous permet pas en fait de conclure sur qui va être responsable ou pas. Et en fait, dans la responsabilité, il n'y a pas que au moment, quel ADN vient de qui. Donc on va avoir aussi sur le point morphologique, comment est-ce que les ovules vont pouvoir s'implanter correctement et donc derrière avoir une fécondation, que l'embryon va rester implanté. Ça, c'est des paramètres qui vont beaucoup évoluer en fonction de l'âge. Donc ça, c'est juste un exemple, mais il y a énormément de paramètres qui feront qu'une fécondation réussit ou pas. Et l'âge va agir
sur plein d'étapes qui ne sont pas que la nature de l'ADN. Et puis, quand on a cette fécondation qui réussit, on va avoir des divisions cellulaires. Donc, c'est comme ça qu'un embryon va être formé. C'est à partir d'une cellule, on va en avoir 2, puis 4, etc., etc. Et donc, pendant ces divisions-là, on va avoir notre ADN, donc qu'il soit nucléaire ou mitochondrial, qui va se diviser également, parce que d'une copie, on en fait 2. Oui. Donc, on fait un copier-coller. Et pendant ces copier-coller, il peut y avoir des mutations. Il peut y avoir des choses qui se passent. Et donc ça, effectivement, ça se passe dans le corps de la mère. Et il peut y avoir des mutations qui soient délétères. Et au plus on vieillit, au plus il peut y avoir de problématiques. Ouais. Donc, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas un élément qui va permettre de trancher. Et je suis pas sûre que, vu comme cette étude était, on peut arriver à dire ça vient de la mère ou ça vient du père. Oui. Ok. Voilà. Et donc, l'autre chose sur avoir confiance en une étude ou pas, il y a des indices qui peuvent nous amener vers avoir confiance ou pas en un papier, mais c'est vraiment pas facile. Je veux dire, c'est pas. Je pense que c'est vraiment pas une compétence qui se développe très facilement. Il faut lire énormément de papiers. Ceci étant dit, pour expliquer un petit peu ce qui se passe en recherche, on va avoir des connaissances qui vont être faites dans un labo académique, et ces connaissances vont être publiées dans des journaux. Et ces journaux, ils vont avoir ce qu'on appelle des impact factors, donc des facteurs qui vont permettre d'ordonner, de classer les journaux en fonction de leur qualité, disons. Donc, le but d'un chercheur, ça va être de publier dans le journal voilà, avec le plus gros impact factor. Donc, ça peut être un indice. Je ne suis pas en train de dire que tous les journaux, les papiers à impact factor vont être vrais. C'est pas vrai. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais on va dire qu'il y a peut-être plus de chances pour que le papier soit un peu plus interprétable, disons, et qu'on puisse tirer des conclusions, même si, encore une fois, c'est pas une science exacte du tout. Mais en fait, ce qui fait ça, c'est aussi qu'il va y avoir des personnes, des scientifiques, experts du domaine, qui vont revoir ces papiers, et on va avoir plus de cycles de révision, en général, sur des papiers à gros impact. Donc ça peut être une piste de regarder dans quel journal a été publié le papier, de regarder son impact factor. Mais encore une fois, c'est pas une science exacte. On va avoir les auteurs aussi, pareil, c'est pas une science exacte, mais regardez d'où ils viennent, regardez ce qu'ils ont publié précédemment. Ça peut être aussi une piste. Après, tu parlais de nombre. Alors, j'avoue que je ne sais plus combien il y avait de... C'était 22 femmes et 80 ovules. Voilà. Alors, ça aussi, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'on regarde. Savoir combien est-ce qu'il faut de sujets dans une étude, il faut avoir une puissance statistique qui soit assez importante pour pouvoir avoir des conclusions. Et comment est-ce qu'on a une puissance statistique assez importante ? Eh bien, ça dépend de ce qu'on regarde. Ça dépend de... Est-ce qu'on regarde un événement qui est rare ? S'il est rare, il va falloir inclure énormément de patients pour réussir à avoir cet événement dans notre cohorte. Si c'est un événement moins rare, on va en avoir besoin de moins. Donc, encore une fois, je suis désolée, je n'apporte pas vraiment une réponse. En fait, là, je ne pourrais pas te répondre si cette étude, il y a assez... Alors, de ce qu'on dit, il n'y en a pas assez, mais en fait, j'ai pas regardé... Enfin, je connais pas assez l'étude pour te dire, il y en a assez, il n'y en a pas assez. Et potentiellement, une étude avec peu de patients, c'est pas grave en fait. C'est peut-être juste une première étape et il en faudra une autre avec plus. Mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien publier des choses. Après, ça va être l'interprétation de ce qu'on en fait. Donc, peut-être que les auteurs ont publié cette étude en disant on a montré ça, ça serait bien de refaire avec 500 patients. Mais par contre, l'apprendre et tirer des conclusions seul, ça peut être compliqué. Donc, tout ça, en fait, c'est compliqué, je l'ai déjà dit. Je pense que si j'avais peut-être un conseil à donner pour pouvoir analyser et se rendre compte, en fait, si cette étude pourrait être interprétée, c'est peut-être de regarder des études qui sont passées dans les mains de fondations, de structures d'organismes comme celle-ci qui ont à l'intérieur
un comité éthique et un comité scientifique. Parce que si elles ont ce comité scientifique, logiquement, tout ce qui est dit a été revu par des scientifiques et des experts, plus ou moins experts du domaine, mais au moins des scientifiques qui peuvent repartager seulement ce qui a été vu par des experts. C'est pas la meilleure solution parce qu'il y a un manque honnêtement dans ce domaine-là. Et je me rappelle que la fondation, au moment où j'y étais, voulait vraiment faire quelque chose là-dessus. Donc à chaque fois qu'il y avait une étude, enfin pas à chaque fois parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais quand il y avait une très grosse étude qui sortait autour de l'endométriose, la fondation faisait une vulgarisation sur cette publi avec un comité scientifique, ce qui permettait de délivrer de l'information qui a été revue et approuvée par des experts. Donc je pense que je pourrais pas, en l'espace d'un podcast, apprendre à une personne à savoir si ce papier peut être interprétable ou non. Mais je pense que de plus en plus, on va pouvoir, et j'espère aussi que des fondations comme celle-ci vont vont continuer à faire ça, parce que je pense que la population aujourd'hui, les patientes et les patients sont vraiment en demande d'informations, recherche, en fait, dans tous les cas. On a une pathologie, on va aller chercher sur Internet, on va aller demander à ChatGPT, ou un autre, mais en tout cas, on va aller demander à un agent qui nous aide. Donc, c'est dur de savoir quelle information est vraie, quelle information est fausse. Et je pense quand même que tant qu'on n'a pas derrière un comité scientifique ou une expertise, c'est dur en fait de se faire un vrai avis. Parce qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent varier et influer la qualité de l'étude. Même on en a parlé dans des précédents podcasts, mais aussi, on va pas rentrer dans le débat dans cet épisode, mais tout ce qui est fraude scientifique, Raoult dans nos pensées, mais vont aussi jouer sur. C'est pour ça que je parlais du nom. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Merci beaucoup pour ce sujet vraiment fondé sur l'équité entre hommes et femmes. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est un peu explorer avec deux dernières questions nos deux sujets périphériques. Donc un peu sur le business de la santé des femmes. Et aussi ensuite sur l'engagement personnel au quotidien, par exemple avec ton engagement auprès du collectif Femmes de Santé. Donc pour commencer, Kasparov il disait at the end of the day it's all about money. Je crois bien que la santé des femmes ça n'y échappe pas et que ça laisse un peu de place aussi ce flou mais ce manque de données, comme tu l'as très bien expliqué auparavant, à la création de très belles entreprises qui vont valoriser la connaissance, mais aussi à des arnaques en tout genre. Et par exemple, je le donnais dans l'exemple des migraines. Moi, j'ai acheté des trucs complètement débiles parce que je me disais, il n'y a rien, donc je vais acheter ça. C'est pour ça qu'on s'était dit qu'on allait te questionner sur ce sujet, surtout avec ton âme d'entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre une start-up deep tech dans la santé et une start-up non deep tech par exemple basée sur une application de suivi menstruel qu'on peut avoir toutes sur notre téléphone, peut-être. Alors, donc la grosse différence, c'est une start-up deep tech. Donc deep tech, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'utilisation de technologies qui va nécessiter de la recherche et des connaissances pour arriver à ce produit-là. Donc en fait, c'est très long de développer une deep tech, dans le sens où il y a toute une composante R&D, donc recherche et développement, qui va être nécessaire à construire ce produit. Et une startup non deep tech qui ne va pas utiliser de technologie de cette sorte-là. Et donc on a une grosse différence entre ces deux types de startup, parce que c'est pas du tout les mêmes modèles, les mêmes business models. On va pas du tout avoir besoin des mêmes fonds, parce que ces études cliniques, elles sont très longues. Donc, les études cliniques qui permettent de valider la technologie vont être très longues. Donc, c'est pas du tout les mêmes modèles de start-up. Et c'est aussi très, problématique. Il y a une très grande problématique là-dedans, dans mettre tout dans un même panier. Et il y a des femmes tech qui utilisent de la deep tech, qui sont mis au même rang
que certaines qui n'en utilisent pas, Ouais. donc qui sont comparées, alors que c'est vraiment incomparable. C'est des modèles en business qui sont le plus éloignés possible. Donc, c'est pas possible de comparer ces deux startups-là. Et on avait une question un peu pour enchaîner sur un peu l'engagement personnel. Tu fais plein de choses, que ce soit courir une endorun, participer à des hackathons, faire partie du collectif Femmes de Santé, organiser des galas de charité, coécrire des articles ou même sensibiliser ta famille ou ton réseau. Justement, quelles sont les actions simples que l'on peut mettre en place dans sa vie pour contribuer à réduire l'écart entre hommes et femmes dans le secteur de la santé ? Alors, très bonne question aussi. Et donc, je dirais, pour moi, n'importe qui, ce qu'on peut faire, je dis pas que c'est simple, c'est pas simple, mais en tout cas c'est quelque chose qui est accessible à tous, c'est d'en parler, c'est de parler, briser les tabous, briser le plus possible de tabous et parler de tout, parler de n'importe quelle santé, parler de santé sexuelle, parler de tout ce qui est possible. Ça, je dirais que c'est vraiment le premier pan qui est accessible à tous. Par contre, je dis pas que c'est facile. Voilà. Après, si on veut plus s'engager, il y a des associations qui permettent de faire des choses qui restent très accessibles. Donc, il y en a sur tous les domaines maintenant. Je pense que voilà, ça peut être un bon moyen de s'engager. Pour certaines pathologies, il y a aussi possibilité de pouvoir répondre à des questionnaires de vie réelle qui aident beaucoup les épidémiologistes, qui aident la recherche. Donc ça, c'est un autre pan, c'est potentiellement aider la recherche. Ça peut passer par réponse à des questionnaires. Compare, donc vous pouvez regarder. Oui. Il y en a une pour l'endométriose, il va y en avoir une bientôt pour le SOPK. C'est des cohortes sur de la recherche épidémiologique qui on t'envoie un questionnaire régulièrement, tu y réponds et ça aide énormément la recherche. Et puis on va avoir des projets de start-up qui ont besoin, par exemple, je vais citer une start-up qui s'appelle Endogène qui développe un test pour l'endométriose basé sur le sang des règles et ils ont besoin de sang menstruel, donc ça peut être faire des dons. Voilà. Il y a des choses comme ça qui peuvent être accessibles et qui aideraient beaucoup la recherche, puisque donc vous l'avez compris, mais le manque de données, c'est énorme. Chose qui est très important. Et donc il y a des choses qui sont mises en place pour en récupérer. Donc voilà, je pense que ça peut être des pans qui restent accessibles et je dis pas que c'est facile encore une fois, mais ça peut être fait si certaines personnes ont envie de s'engager. Oui, au final, en fait, il y a des petites actions quotidiennes, répondre à un questionnaire qu'on peut faire facilement et qui va vraiment faire avancer la science. Exactement. Merci infiniment pour cet échange, Kim. Et puis tu nous réalises notre petit rêve de cofondatrice du podcast. C'était un de nos premiers invités. Vraiment, je suis ravie. C'était un super échange. Donc merci à vous deux de m'avoir invitée. Merci beaucoup à toi. Vous avez pu découvrir dans ce podcast une discussion entre 3 femmes qui se sont posées des questions sur la prise en charge des femmes et de leur santé. N'hésitez pas à consulter notre page de ressources pour prolonger votre apprentissage et à faire partager le podcast à vos sœurs, vos amies, petites amies, vos mamans, vos grands-mères, vos grands-pères et vos pères qui se posent également des questions comme nous. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile ou d'inspirant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait et plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.